Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes fidèles de l'invité, ce dimanche, je reçois pour vous Maître Abraham Zizinokwe. Il est juriste de formation, membre du présidium du parti politique Union Progressiste. Il est ancien ministre garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement. Il a été élu député lors des premières 4e et 8e législature. Il a été président de la Cour suprême du Bénin de 1995 à 2000 et président et juge à la Cour de justice de l'Union économique monétaire ouest africaine UEMOA de 2007 à 2013. Bonjour à vous, Maître Abraham Zizinokwe. Bonjour, cher ami. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons politique ce dimanche. Nous parlerons des démissions en cascade enregistrées sur l'échiquier politique national, tant dans le rang de la mouvance que dans le camp de l'opposition. Quelles en sont les implications juridiques et politiques? Nous parlerons de la formation des militants au sein des formations politiques. Pourquoi au niveau de l'Union progressiste, on semble avoir remarqué une priorité donnée à la formation des militants en sa qualité de responsable chargé de la formation? Il nous en donnera quelques détails. Nous parlerons en fin d'émission des commentaires autour de la loi sur les interruptions volontaires de grossesse. Bonjour à nouveau, Maître Abraham Zizinokwe. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être toujours présent lorsqu'on vous appelle. C'est un plaisir. C'est pas facile de vous avoir avec votre agenda très chargé. Alors, en tant qu'acteur politique, vous êtes en politique, il y a un bon moment que vous êtes en politique au Bénin. Vous avez vu quand même l'histoire politique se façonner. Mais dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier que malgré la réforme du système partisan, on note encore des démissions, pour ne pas dire des migrations opportunistes sur la scène politique? Oui, c'est un thème d'une brûlante actualité. Avant de venir sur votre plateau, j'ai suivi un de vos collègues, confrères Cap FM ce matin avec un acteur majeur de la société civile, M. Nestor Avono-Madagbe, qui parlait de cette réforme et qui estimait qu'il faut aller encore plus loin. On reviendra là-dessus. Il parlait donc des démissions tous azimuts. Et il parlait d'une nouvelle loi électorale et qu'il faut aller plus loin qu'actuellement. Bon, est-ce que ces démissions, ces migrations, comme vous le dites, sont la preuve? Est-ce qu'elles n'exposent pas les limites de la réforme du système partisan? Si ce n'est pas la preuve des limites pour les uns, de l'échec pour les autres du système partisan, je vous dis non, au contraire. C'est la preuve contraire qu'il faut poursuivre l'élan de la réforme. Est-ce qu'il faut aller dans le sens de cet acteur dont je parlais tantôt et qui trouvait que malgré les efforts qui ont été faits par le régime actuel, le président Talon et les équipes qui le suivent, de 200 partis politiques, malgré donc ces réformes, on en est encore à une quinzaine, à une vingtaine. Et se posait cette question si ce n'est pas un échec. Non. Vous savez, on est parti du multipartisme intégral. On est sorti de la conférence nationale avec l'idée du multipartisme intégral. Il faut laisser les gens librement se constituer parce que le peuple a été sevré durant les 17 ans du régime marxiste-léniniste à des associations uniques, partis uniques, syndicats uniques, associations de jeunes. Donc, le besoin de sortir de ce confinement politique s'est fait sentir à la conférence nationale et le multipartisme intégral, la liberté, laisser les gens. Et cette expérience, on l'a faite durant un quart de siècle, 25 ans environ, de 99, après la conférence jusqu'à 90. De 90 jusqu'à
à 2019, 25 ans à peu près, on a vu les effets néfastes de cette réforme, cette multiplication, cet émiettement de la classe politique où chacun jouait pour soi, chacun tirait le drap à son profit, chacun marchandait des comités, des clubs électoraux par rapport au président de la République. On a vu tous les méfaits de ce multipartisme intégral vis-à-vis de la gouvernance politique et économique. C'est un constat. Oui, un constat. Mais avant de vous laisser poursuivre dans votre argumentaire, ce que vous dites, c'est quand même la palissade. On sait que c'était ça le diagnostic. Mais est-ce que la réforme qui a été effectuée est conforme à la Constitution avec le multipartisme intégral qui est consacré dans la Constitution? C'est la conférence qui a consacré le multipartisme intégral. Est-ce que nous sommes toujours avec la réforme dans la Constitution, dans le multipartisme intégral? Dans la Constitution, vous parlera de se constituer librement. Le terme multipartisme intégral ne se trouve pas dans le texte de la Constitution. Mais c'est une idée force de la conférence nationale et cette idée force s'est traduite dans la Constitution par la liberté de s'organiser et à renvoyer la question à la charte des partis politiques. Il faut qu'on soit clair. Le multipartisme intégral, c'est l'idée de la conférence nationale. Vous savez que la Constitution a été la traduction des idées forces de la conférence. Dans la Constitution, vous ne lirez nulle part multipartisme intégral, mais vous lirez liberté de s'organiser et c'est l'article 5 et 6 de la Constitution qui renvoie la Constitution, la formation des partis politiques à la charte des partis politiques qu'on peut considérer comme la loi organique des partis politiques. Donc soyons clairs. Donc nous sommes passés 89-90 de multipartisme intégral à un pluralisme rationalisé. C'est ça la réforme de 2018-2019. Il y a toujours le pluralisme. Mais ce n'est plus un multipartisme intégral où chacun est libre. Alors, tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous étiez en train de déplorer le fait qu'il y ait des clubs électoraux, qu'il y ait des mouvements politiques qui naissent sur la base d'intérêts opportunistes. Mais on constate qu'aujourd'hui, les démissions qui sont faites sont des démissions opportunistes. On ne pense plus parti politique, on ne pense plus idéologie du parti politique, mais on pense beaucoup plus à son positionnement dans telle ou telle autre localité. Tout à fait. Et donc, c'est en fonction de cela que les migrations se font. Tout à fait, c'est humain. Laissez-moi vous développer, vous comprendrez qu'on est parti d'un multipartisme intégral à un pluralisme limité. Avec la réforme, le pluralisme est limité, il est rationalisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons plus 200 partis politiques. On a une quinzaine, au plus une vingtaine. Mais j'ai dit que le multipartisme intégral a fonctionné 25 ans durant. Le multipartisme limité, rationalisé, n'a pas encore fonctionné 25 ans. De 2019, 2018, on est à peine 2020, même pas encore 5 ans de vie. C'est pour ça que je dis de laisser les choses se faire progressivement. Parce que l'idée de l'acteur majeur de la société civile, M. Nestor Avono Madagbe, il trouvait que, comme vous, 15 partis politiques, c'est trop. Il faut aller plus loin et il préconise une bipolarisation. Il faut 2 blocs, un de la mouvance, un de l'opposition. Et que ça mettrait fin à toutes les dérives, à tout ce que vous déplorez, à toute la corruption électorale, au marchandage des voix au président de la République. C'est son point de vue. Je respecte et je le salue au passage. Mais je nous dis de ne pas aller dans la précipitation. J'ai dit que le multipartisme intégral a fonctionné 25 ans durant, avant que nous voyions les imperfections, que nous voyons la nécessité de réformer. On a réformé, nous sommes à 3-4 ans de cette réforme, et de 200-300 partis, nous sommes à une quinzaine de partis aujourd'hui,
Et vous observez des mouvements aujourd'hui, des migrations volontaires. C'est des gens qui ont estimé, en analysant la situation politique, disent « Ah, mon avenir, c'est dans la fusion. Seul, je ne peux pas réaliser les promesses. Les promesses, vous permettez, oui. Je ne peux pas réaliser les prouesses voulues par la loi. Je préfère la fusion. » En ce faisant, il y a soit de la logique, de la compréhension, soit il y a un calcul. Dit, si je continue d'être seul, je n'atteindrai jamais les 10%, et il vaut mieux. Bon, moi je dis c'est de la sagesse. Je ne trouve pas ça. Maintenant, des gens font des calculs. Bref, moi j'aurais souhaité que ce pluralisme limité, rationalisé, que nous vivons actuellement, nous puissions également l'expérimenter sur une durée raisonnable. Moins de 5 ans, c'est trop tôt pour passer à autre chose. Moi, j'aurais souhaité. Lorsque vous êtes heureux par rapport au cas de fusion, mais qu'en est-il des militants intitulés qui, je donne pour exemple, quittent le bloc républicain, se retrouvent dans l'Union progressiste, un mois après, quittent encore l'Union progressiste pour se retrouver au bloc républicain. Est-ce que cela, selon vous, vous paraît bien séant? Est-ce que ça ne pose pas un problème? Ça ne touche pas l'honorabilité de la réforme qui a été effectuée? Non, c'est pas la réforme, c'est les hommes qui agissent. Ça touche l'honorabilité de ces hommes-là qui ont 3 cartes. On la carte de l'UP, la carte de BR, la carte de FCB et la carte des démocrates. Ça touche leur honorabilité à eux, à ces individus, et non à la réforme, au contraire. Les choses, il faut pas prendre les choses à l'envers. C'est les hommes qui agissent. C'est les intérêts des individus qui pensent qu'en venant en politique, on y vient pour assouvir des intérêts personnels, privés, au détriment de l'intérêt général. C'est sûr, on ne rassemble personne, on ne rassemble les gens que sur la base de leurs intérêts, c'est vrai, mais de quel type d'intérêt? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il ne faut penser qu'à nous-mêmes, qu'à nos calculs partisans, privés, au lieu de voir l'intérêt général? C'est ça la grande question. Pour vous dire que passer de multipartisme intégral à une bipolarisation, comme le souhaite cet acteur de la société civile, 2 blocs, un de la mouvance, un de l'opposition, sans avoir expérimenté ce pluralisme limité que nous vivons, parce qu'il faut laisser les choses mûrir, il faut laisser les structures croître pour en tirer toutes les conséquences. Moi, je crois que c'est un peu tôt, bien que je respecte sa proposition, ça fera l'objet certainement de débats à d'autres niveaux, et les gens verront l'opportunité ou non de passer d'une extrémité à l'autre, parce qu'en fait, en allant à une bipolarisation forcée légale, c'est un peu le système de parti unique pour la mouvance, parti unique pour l'opposition. On revient à ça. Ça, c'est un débat qui est global à faire. J'estime pour ma part qu'il faut encore éprouver la réforme telle qu'elle est aujourd'hui, parce que ces mouvements, comme vous le dites, ce sera sur un certain nombre de temps, et vous verrez que de 15, ça va se resserrer, et d'un mandat à l'autre, nous retrouverons avec 4 ou 5 partis politiques, peut-être 2 de la mouvance, de l'opposition, et un tiers, un centriste, etc. Moi, personnellement, je préfère que l'expérience actuelle se poursuive pour voir jusqu'où ça peut aller, avant éventuellement d'aller à une bipolarisation forcée ou légalisée. C'est un choix. C'est un choix. Mais à vous entendre, on a comme l'impression que ce sont les acteurs politiques eux-mêmes qui effectuent ces mouvements sur la scène politique qui en sont responsables. Bien sûr. Mais à qui, comme véritablement, est-ce que les partis politiques n'ont pas une part de responsabilité? Parce que c'est la raison pour laquelle je vous ai même invité d'ailleurs. Est-ce qu'au niveau de la formation des militants, au niveau des formations politiques, est-ce que cela est fait avec efficacité et efficience? Parce que lorsqu'un militant est bien formé, oui, il croit aux idéaux du parti politique, et donc il ne peut pas quitter le parti parce qu'il n'a pas été positionné ou parce qu'il quémande un poste de directeur et qu'il ne l'a pas obtenu. Tout à fait, et je suis entièrement d'accord avec vous. On ne peut pas dire que c'est la faute des partis, c'est la faute des individus. Parce que à l'UP,
la formation politique est une priorité. Et c'est une exigence de la loi, de la charte des partis politiques, de la Constitution qui dit que c'est les partis politiques qui animent la vie politique. Donc c'est une exigence constitutionnelle, c'est une exigence de la loi et c'est une priorité à l'Union progressiste. Pourquoi? J'ai l'habitude de dire que la plus belle femme du monde ne peut vous donner que ce qu'elle a. Il faut faire la nuance entre des sympathisants d'un parti, des adhérents d'un parti, des partisans, des électeurs d'un candidat ou d'un parti et des militants. Et la formation politique a pour but de former des militants UP authentiques. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas 3 cartes de parti politique. Ils ont une seule carte. C'est des gens qui se soumettent aux idéaux de l'Union progressiste. Lesquels idéaux, vous verrez ça dans les statuts et le règlement de l'Union progressiste. Donc, c'est des gens qui adhèrent. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut faire la nuance entre électeurs, entre sympathisants, entre adhérents et militants. Quelqu'un peut avoir une carte de l'UP, il est adhérent ou partisan, mais qui ne participe pas aux activités majeures du parti. Il a sa carte, il est militant. Il y a d'autres, ils n'ont pas de carte, mais ils suivent les activités de l'Union progressiste. Ah, c'est un parti sérieux. S'il y a vote, j'irai voter pour ce parti. C'est des électeurs. Il y en a qui sont des sympathisants. Oh bon, je n'ai pas de carte, mais c'est un parti qui m'intéresse. Je peux l'aider. Je lui fais des offres. Donc, il faut faire distinguo. Et la formation politique a pour objectif de former des militants authentiques de l'UP. Ça, c'est le premier objectif. Lorsqu'on parle de formation, concrètement, qu'est-ce que vous y mettez? Qu'est-ce que vous enseignez aux militants en réalité? Mais le parti a un programme de formation. Moi, je suis responsable au niveau du présidium du parti de la formation. Mais en dessous du présidium, nous avons une cellule de formation qui est dirigé par un responsable de la formation, Laurent Benochi, que vous connaissez. Sous Benochi, il y a une équipe, une cellule, des gens de niveau académique, politique, bien ancré. Et il y a un programme de formation du parti. Et si vous vous rappelez, il y a quelques mois, à la fête de l'Ascension et de Ramadan, l'UP était à Dassazoumé pour procéder à la formation de la première cohorte des formateurs. Formation de formateurs. Tout dernièrement, à la Toussaint, le week-end, l'UP était à Ouida pour la deuxième cohorte de formation de formateurs. C'est encore, on en est à de formation de formateurs. Donc, il faut une masse critique de formation de formateurs qui vont aller sur le terrain, qui vont aller au niveau des structures du parti pour apporter la bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, on forme à l'UP pour avoir des militants UP authentiques, premier objectif. On forme à l'UP pour avoir des citoyens béninois engagés dans le développement de notre pays. On forme enfin à l'UP pour avoir des citoyens communautaires ou panafricains, néo-panafricains, pour être dans la mouvance de l'intégration régionale et de l'intégration de notre pays. Donc, je viens de vous donner 3 objectifs pour lesquels on forme à l'UP. Et cette formation, c'est pour faire des militants, des citoyens nationaux et régionaux qui ont le sens de la culture civique. Des citoyens qui ont le sens du civisme électoral, qui ont le sens du civisme fiscal, qui ont le sens du civisme environnemental. C'est tout un programme.
que je viens de vous décliner en quelques mots, vous êtes des citoyens, vous devez savoir ce que c'est que l'éducation civique dans votre pays, dans votre parti. Le règlement intérieur, les statuts sont la Bible pour vous quand vous êtes un militant. Vous devez vous savoir quel est le programme du parti, qu'est-ce que je fais, comme la Constitution est la Bible des Béninois, des citoyens, comme les traités sous-régionaux et régionaux sont la Bible des citoyens communautaires ou des citoyens néo-panafricains. C'est en quelques mots, je viens de vous donner le programme de formation. Maintenant, dans les détails, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pas essayer de vous installer. Tout à fait, comment on recrute des militants, comment on fait telle chose, ça c'est à l'intérieur du parti que vous avez. Mais grosso modo, c'est pour atteindre ces objectifs-là. Militants UP, citoyens béninois engagés dans le développement, citoyens néo-panafricains, communautaires pour l'intégration régionale. Est-ce que, in fine, est-ce que vous aurez des militants qui seront véritablement dévoués à la cause de l'UP, et est-ce que avec ce programme de formation, on va plus assister quand même à de pareilles migrations, c'est-à-dire si l'UP le fait, le Bloc républicain le fait, Force Correspond Bénin Émergent le fait, ainsi, est-ce que avec cela, on peut observer une certaine discipline sur l'échiquier politique national? Tout à fait, c'est l'objectif, c'est pour vous dire que c'est une question de durée. On a commencé cette formation-là, avec les échéances électorales qui se suivaient. On n'a pas eu le temps de mettre en place toutes nos structures de base, toutes nos structures d'organisation de masse du parti. Nous avons une accalmie électorale en 2021, en 2022. Et on s'attelle à cela pour mettre cette structure, parce que jusque-là, nous avons fonctionné sur des bases provisoires, sur des structures provisoires. Ça n'a pas donné le temps aux gens d'intégrer la réforme. Ceux qui démissionnent tous azimuts. D'abord, les proclamations de fusion, c'est purement politique. C'est communicationnel. Les implications juridiques. Si nous prenons l'exemple de deux partis de la mouvance qui nous ont montré la fusion, pour l'instant, ce n'est qu'une proclamation. Il y a les formalités juridiques qui doivent suivre. Si vous êtes fusion, parce que il n'y a plus de coalition de partis politiques. Il n'y aura pas une liste aux prochaines législatives, coalition, tel parti qui donne. Non, c'est un seul parti qui fournit. Ça veut dire que si les formalités administratives ne sont pas faites au niveau du ministère de l'Intérieur, et que on retrouve une liste de coalition, cette liste-là sera invalidée. C'est ça les conséquences juridiques. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Les gens qui quittent leur comité communaux, qui passent à tel autre là, juridiquement, ça n'a aucun sens. Parce que vous savez que le financement des partis politiques est au prorata de nombre de députés et nombre d'élus communaux. Si ces élus communaux quittent leur parti X pour aller dans parti Y, les avantages afférents au parti X demeurent et ils seront comptabilisés toute la durée du mandat au parti X, bien qu'ils aient dit nous quittons parti X pour un parti B. Je ne voulais pas interpeller des partis. On a entendu des gens quitter FCBE, soi-disant, pour aller dans un autre parti. Ils sont computés comme étant dans FCBE jusqu'à la fin du mandat. C'est important de le comprendre. Les gens ne savent pas. Les gens pensent, j'ai quitté. C'est faux. Les avantages, le finance public demeure la durée du mandat de départ. Même si vous faites des mouvements d'humeur, de passer, ça n'a aucune incidence financière, juridique. Et juridiquement, si vous ne faites pas les formalités au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les démissionnaires de départ et le parti d'accueil, s'ils ne font pas les formalités, ils préparent des listes électorales viciées pour 2023. Il faut que ce soit clair. Si les formalités juridiques ne suivent pas, les déclarations pour dire le nouveau parti qui a accueilli tel, voilà la nouvelle configuration,
de parti B. Si vous ne le faites pas, vous demeurez ce que vous étiez. Eux demeurent ce qu'ils étaient, disent on a fait fusion, ces listes seront invalidées. C'est comme si vous allez à l'élection avec une coalition de partis comme on faisait avant, ce que la réforme, la charte a interdit, parce que quand vous lisez la constitution du Bénin, il n'y a pas coalition de partis, c'est les partis politiques. C'est ça la réforme essentielle de la charte, nouvelle charte, qui a supprimé les coalitions. Il n'y a plus de liste de coalition pour aller aux élections législatives ou locales. C'est un parti qui s'en va. Vous vous mettez, c'est un parti. Il n'y a pas de coalition de partis. C'est ça, le virus, n'est-ce pas, qui corrompait la vie politique dans notre pays depuis une trentaine Alors, d'années. dernière question avant d'aborder le dernier point de cette émission. Lorsque nous prenons par exemple, appelons un chat un chat, lorsque nous prenons la fusion qu'il y a eu entre l'UDBN et le bloc républicain. Ce n'est que politique pour le moment. Ce n'est que politique pour le moment. Ça n'aura d'existence véritable juridique que si l'UDBN va à un congrès ou à une assise pour dire je ne vis plus, et que BN va faire une déclaration pour dire voilà ma nouvelle configuration, voilà mon nouveau bureau, et c'est-à-dire qu'il y a cette fusion. Selon vous, il faut que l'UDBN fasse un congrès pour dire je ne vis plus. En tout cas, je ne suis pas là pour donner des leçons. Ils le savent. Il y a les tests qui le disent. Moi, je vous dis, en tant que juriste, les implications des fusions, ralliements, des fusions, etc. Je ne suis pas un donneur de leçons. Si quelqu'un ne le sait pas et ne le fait pas, en son temps, il sera frappé par les tests de la République. Un point tout. Je ne donne de leçons à personne. En tant que spécialiste de la question, du droit électoral et du contentieux, je vous dis, si les formalités administratives ne sont pas faites, c'est comme la création d'un parti politique. La loi du 1900 vous permet, le parti politique est une association politique. Vous êtes libre de vous organiser, je suis né. Mais ça, c'est l'acte politique. L'acte juridique, vous devez aller faire les déclarations au ministère et vous devez être reconnu comme tel. Si vous ne faites pas cette formalité-là, vous êtes au parti, mais vous ne pouvez participer à aucune compétition politique. Donc, il ne suffit pas de dire on a fait fusion, on a fait. Si on ne fait pas les formalités juridiques qui s'en suivent, c'est comme de l'eau sur le dos du canard. C'est comme de l'eau sur le dos du canard. On vous aura bel et bien compris. Alors, l'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est pratiquement notamment vers la fin de cette émission. La loi sur les interruptions volontaires de grossesse, elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive de part et d'autre. On vous sait quand même assez homme croyant, homme de foi. Vous avez suivi le débat autour de cette législation. Est-ce que vous pensez que les députés ont fait un bon choix? C'est pas parler des députés ont fait un bon choix ou pas. C'est eux qui ont voté la loi. Tout à fait, tout à fait. C'est pas la première loi en la matière. Il y a plusieurs lois qui existaient. C'est la communication qui a été faite autour de cette question qui a été mal faite. Que ce soit vous, les journalistes, vous m'excusez, les protagonistes, vous avez parlé des députés, les experts en morale, en éthique ou en religion. Il y a une mauvaise communication qui est faite. Et il faut rétablir la vérité. La vérité des faits, c'est quoi? L'avortement est puni par la loi, par le code pénal béninois. Et personne ne le dit. Personne ne met l'accent sur la première idée que l'avortement est puni par le code béninois. C'est la première idée. C'est ce qu'on appelle en droit le principe. L'avortement est puni. Personne n'en parle. Quand on aborde la question, on va sur les exceptions que la loi a prévues. Et on transforme les exceptions en loi. Et c'est ça qui a été la mauvaise communication qui est faite. Nous devons dire, ubi et orbi. Nous devons l'écrire. Et c'est écrit, expressis verbis, que l'avortement est puni par le code pénal béninois. C'est l'idée clé. C'est le principe. Maintenant, nous sommes dans une matière, il n'y a pas de principe sans exception. Et c'est sur les exceptions que les députés ont légiféré. Et c'est ça que les gens n'expliquent pas, ne disent pas. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des exceptions. Il y en avait déjà eu.
en 2003, 2015, je ne sais pas, où des cas thérapeutiques, la loi a autorisé les cas thérapeutiques. Et les députés de cette législature ont également autorisé des avortements sécurisés. C'est la mauvaise communication qui a été faite autour de ce dossier. L'avortement, il faut le répéter, est puni par le code pénal béninois. C'est le principe. Première idée force. La même loi qui punit l'avortement prévoit des exceptions. Et je vous dis, en notre matière, vous avez le principe et les exceptions. Ce dont on parle, c'est des exceptions. On dit au Bénin, la loi punit l'avortement. Il faut le répéter, le répéter, le répéter. La loi qui punit l'avortement prévoit des exceptions. En tant que juriste de formation, vous pouvez rappeler très rapidement pour les amis internautes qui n'ont pas suivi le débat, quelles sont les exceptions prévues par la loi dans lesquelles la femme jouit de ce... Bon, on a parlé d'inceste, les cas d'inceste, par exemple, les cas de viol, de mineurs. Donc vous voyez des cas limites, des cas où la santé de la femme serait en jeu, où la femme en gardant, ou la fillette en gardant de cette grossesse pourrait perdre sa vie. Bon, la loi a choisi entre le bébé et la maman. Que ce soit le bébé qui meurt, que ce soit la maman qui meurt, il y a mort d'un cas ou de l'autre. Rien n'est bon, mais devant des situations cornéliennes, les gens ont choisi, il vaut mieux sauvegarder la maman que donc voilà. C'est des cas. Vous en tant que croyant, est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Moi, je vous dis, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la retire. Là, il n'y a pas de débat. Oh, les gens amènent ce débat-là. Il n'y a pas de débat. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui retire. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Je ne vois pas le Béninois qui, par nature, va dire c'est une bonne chose. Et j'ai dit, la vie, c'est du fœtus jusqu'à la tombe, en passant par l'âge adulte, en passant par le mineur. Il n'y a pas une vie qui est préférable à une autre. La vie du fœtus, comme celle du mineur, comme celle de l'adulte, comme celle de l'adolescent, vaut une vie en vaut l'autre. Donc, il n'y a pas de préférence de point de vue. Vie, c'est vie. Mort, c'est mort. J'ai dit quelque part que le régime de la rupture est allé très loin. Il y avait la peine de mort dans notre pays. C'est sous le régime de la rupture que la peine de mort est supprimée et que cette suppression est constitutionnalisée. Ça veut dire que la rupture est pour la vie. Tous ceux qui ont voulu prendre ce débat pour mettre au passif de la rupture ont tiré à terre. Voilà un exemple que je vous donne pour montrer que la rupture est pour la vie. La peine de mort existait dans notre pays. C'est sous la rupture qu'elle est supprimée, constitutionnalisée. Donc la rupture est pour la vie. Tous ceux qui font la rupture, ceci-là, ils ont tiré à terre. Ils ont tiré à côté. Et il ne faut pas escamoter le débat. Il s'agit du fœtus jusqu'à l'adulte près de la tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Et le principe, le code pénal béninois punit l'avortement. 2. La même loi observe des cas limites, des cas d'exception où il y a des cas thérapeutiques. Et c'est humain. Il n'y a pas de règle sans exception. Ça n'existe nulle part dans tous les domaines. Donc, à vous entendre, à suivre votre argumentaire, pour vous, il n'y a pas une légalisation de l'avortement. L'avortement est puni au Bénin. C'est ça qu'il faut dire d'abord. Et ensuite, il faut dire que la loi définit les cas d'exception. Quand vous dites seulement, c'est ça la communication. Il faut dire, 1, l'avortement est puni au Bénin, pas le code pénal. 2, la même loi prévoit des cas d'exception ou des cas limites, des cas thérapeutiques où c'est autorisé. Si vous ne dites pas ça et vous commencez votre débat, le Bénin a légalisé la loi à l'avortement, vous biaisez, vous détournez le débat. Et c'est ça que j'ai appelé un détournement de débat. Tout ce à quoi j'ai observé, ça a été un détournement de débat. J'ai dit une seule opinion
a retenu mon attention, celle de l'abbé Raymond Goudjo, qui a parlé, lui, et en éveilleur de conscience, en alerte de tout, a parlé d'avortement touristique, c'est-à-dire que actuellement le Bénin a un grand programme et que les gens peuvent en profiter, faire du tourisme sexuel. Et j'ai dit ce n'est qu'une éventualité et que là encore c'est la loi. Il n'y a pas de progrès et qui naît de ces inconvénients et que c'est la loi qui doit, et c'est en alerte, il a alerté il faut éviter que avec tout le programme, nous, notre tourisme c'est culturel, ou bien rentre au pays, notre tourisme c'est historique, c'est géographie, c'est tout ce qu'on veut, mais il est en train d'anticiper, de dire il faut éviter avec les stations balnéaires qu'on aura, qu'on ne transforme pas ce tourisme-là en tourisme sexuel. C'est la seule opinion de nature socio-économique qui mérite attention et qui nous permettent d'anticiper et d'éviter qu'on en arrive là. Tout le reste, c'était de détournement de débat. Chacun a voulu montrer en quoi il espère en religion, en quoi il espère en morale, en quoi il espère en éthique, point barre. Merci à vous, Maître Abraham Zindokwe. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez regardé droit dans la caméra et dit à ces militants sympathisants, quand on a quand même un charisme politique comme le vôtre, il y a quand même assez de personnes. Lorsqu'ils entendent qu'il s'agit de vous, ils aiment quand même suivre cette émission pour entendre ce que vous avez à dire. Vous allez le regarder droit dans la caméra et le dire si véritablement ce que vous avez dit ce matin relève et résulte de votre intime conviction qui est dépourvue de toute considération partisane. Bien sûr. Vous savez, dans la vie, la formation est nécessaire. La formation académique, la formation tout court. Ça, chacun de nous a besoin d'une formation pour avoir une activité avant d'entrer en politique. Et cette formation académique, cette formation manuelle, intellectuelle, vient vous aider quand vous entrez dans les partis politiques, faire valoir vos capacités intrinsèques, naturelles que vous avez, les dons que vous avez. En dehors de cela, dans les partis politiques et par rapport aux exigences de la loi, les partis politiques, les nouveaux partis politiques doivent donner une formation politique qui n'est pas la même chose que la formation académique, mais qui peut se reposer ceux qui ont une formation académique proche des questions politiques, ceux qui ont fait des études de Sciences Po, de droit, ils sont beaucoup plus aptes à recevoir la formation politique. Mais la formation politique est à portée de tous les citoyens. C'est de l'éducation civique poussée pour savoir ce qu'est un militant, pour savoir ce qu'est un citoyen d'un pays, pour savoir ce qu'est un citoyen d'une communauté. C'est important, c'est ça que je veux dire aux uns aux autres. Inscrivez-vous dans les partis politiques. Mais ne pensez pas qu'en venant dans un parti politique, c'est pour y gagner de l'argent. Ce n'est pas le rôle du parti politique. Ce n'est pas nécessairement pour être avoir un marché public. Ce n'est pas ça le rôle du parti politique. Au contraire, le parti politique va vous aider à savoir, pour gagner un marché public, quelles sont les exigences de la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour au lieu des avantages indus? C'est ça le rôle, la formation au civisme. Je le répète, civisme électoral, civisme environnemental, civisme fiscal. Le bon citoyen paie ses impôts. On n'a pas besoin de le tracasser. Ces notions sont données au sein des partis politiques dans le cadre de la formation. Dans ce que nous faisons, les gens ne le voient pas parce qu'on ne met pas sur la place publique. J'ai l'habitude de dire que l'Union progressiste est en train de labourer le champ politique et le moment venu, nous ne faisons pas des proclamations, mais nous agissons. Le moment venu, c'est dans les urnes que vous verrez ce que l'Union progressiste fait comme formation politique, n'est-ce pas, pour demeurer le premier parti politique de ce pays.
Merci à vous, Maître Abraham Zizidouroué. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité à l'entame a fait savoir que, en ce qui concerne les démissions en cascade observées un peu partout sur la scène politique, cela est un thème brûlant de l'actualité. Il a commenté d'ailleurs les différents commentaires qu'il a eu à entendre au sujet de cette actualité. Pour lui, ces démissions constituent une preuve irréfutable du bien fondé de la dite réforme. Il a rappelé, exposé le diagnostic qui a suscité la dite réforme. Le thème multipartisme intégral ne se trouve pas dans la Constitution, nous a affirmé Maître Abraham Zizidouroué. Cela ne se lit nulle part, nous a-t-il confirmé. Il a fait savoir que 25 ans après, on est parti d'un multipartisme intégral à un pluralisme limité, rationalisé. De 200 partis politiques, on est aujourd'hui à une quinzaine de partis politiques. C'est réjoui Maître Abraham Zizidouroué. Pour lui, ces mouvements que l'on observe de part et d'autre sur la scène politique n'entachent que l'honorabilité des hommes aux politiques opportunistes qui en sont véritablement les acteurs. Passé du multipartisme intégral à une bipolarisation, il a décrypté cette proposition. Pour lui, il faut expérimenter cette option que nous faisons actuellement et voir si, en cas de besoin, après avoir éprouvé la réforme, si c'est nécessaire de passer à cette bipolarisation et dans quelles conditions cela se fera. Il a fait savoir qu'à l'Union progressiste, la formation des militants est une priorité. Il a fait savoir il a attiré l'attention, j'allais dire plutôt, qu'il faut faire la nuance entre un sympathisant, entre un adhérent, entre un militant et un électeur au sein d'une formation politique. Le parti politique a un programme de formation, s'agissant du parti politique Union progressiste, et nous a fait savoir que sa formation politique a une cellule de formation dirigée par l'honorable Gérard Benochi. Il nous a fait savoir que l'Union progressiste forme pour des militants UP authentiques, des citoyens engagés pour le développement, des citoyens engagés pour le panafricanisme. Ils veulent également que le citoyen ait un sens de civisme électoral, un sens de civisme environnemental et un sens de civisme fiscal. Parlant de la fusion des formations politiques, il a fait savoir que la fusion des deux partis politiques de la mouvance, qu'il y a les formalités administratives et juridiques qui doivent suivre. Il n'y a plus de coalition conformément aux tests en vigueur en République du Bénin. Le financement des partis politiques est au prorata du nombre d'élus de députés et de conseillers communaux obtenus, et donc les élus qui ont démissionné d'une formation politique à une autre, il a argumenté dans le sens en faisant savoir que cela n'entache en rien le quota réservé pour le financement des partis politiques à la formation politique qui a perdu les 10 élus. Si les formalités juridiques ne suivent pas, les acteurs politiques préparent des listes viciées qui seront invalidées, a annoncé et a averti Maître Abraham Zizidouroué au cours de cette émission. Il a fait savoir que la fusion de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et le bloc républicain BR, ce n'est que politique. Il reste encore les formalités juridiques pour consacrer véritablement l'effectivité de cette fusion. Il a fait savoir et martelé au cours de cette émission qu'il n'est pas un donneur de leçons, qu'il opine en qualité de spécialiste du droit électoral et de contentieux. Ne pas faire les formalités, ce serait comme verser de l'eau sur le dos du canard, nous a dit notre invité. Et puis dans la seconde manche de cette émission, commentant un peu la loi sur les interruptions volontaires de grossesse qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, il a martelé à maintes reprises au cours de cette émission que l'avortement est puni par la loi, par le code pénal en vigueur en République du Bénin. Il n'y a pas de principe sans exception, et ce sont sur les exceptions que les députés ont légiféré pour autoriser des avortements sécurisés, nous a dit notre invité de ce matin, Maître Abraham Zizidouroué, qui a été également président de la Cour suprême du Bénin. Il a fait savoir que les cas d'exception sont entre autres les cas d'inceste, de viol de mineurs, les cas qui mettent en danger la santé de la mère porteuse d'enfants, et bien d'autres cas encore assimilés qui sont les cas purement techniques et spécifiques. La vie, c'est du fœtus à la tombe, nous a fait savoir notre invité, et il nous a également attiré l'attention sur le fait que c'est sous le régime de la rupture, celui du président Patrice Talon, que la peine de mort a été supprimée et constitutionnalisée. Pour lui, c'est une preuve irréfutable que la rupture est attachée à la vie humaine, et donc la rupture ne saurait légaliser et encourager l'avortement, qui est un acte qui quand même touche un peu à la promotion de la vie. Il martèle et a martelé en fin d'émission que l'avortement reste et demeure puni en République du Bénin conformément aux tests en vigueur. Il a rassuré que son opinion en fin d'émission, que son opinion est son intime conviction et que son argumentaire est dépourvu de toute considération politique. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Merci.
Merci à vous, Maître Abraham Zindoroué. Chers amis internautes, c'était à l'instant Maître Abraham Zindoroué, qui est juriste de formation, membre du présidium du parti politique Union Progressiste. Il est ancien ministre garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, ancien porte-parole du gouvernement. Il a été élu député à l'Assemblée nationale lors les premières, 4e et 8e législatures. Il a été président de la Cour suprême du Bénin de 1995 à 2000. Il a été président et juge de la Cour de justice de l'UEMOA de 2007 à 2013. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Merci également à l'équipe technique qu'on n'a jamais eu le temps quand même d'évoquer au cours de cette émission. À la régie, nous avons quand même Ruth Sodeji et Espiro Noukome. Au plateau, nous avons Samson et également Jeff Terungue. À toutes et à tous, merci pour l'attention. On se retrouve demain lundi pour Free Matin. Portez-vous bien. On se retrouve avec de bons moments de plaisir, avec la grâce et la bénédiction divine.